Elisabeth Lévy, Gilles, William Goldnadel et Louis Dragnel. Enfin, il a répondu. Monsieur Nunez. Ah oui. Ça fait quand même 5 jours, que Laurent Nunez est allé, c'est le 12 mars, c'était une séquence qui était ressortie bien après. Il avait dit, le président de la République est attaché à développer l'islam de France. Ouais. Oui. Vous m'avez entendu depuis 5 jours, répéter quasiment à chaque émission, on attend quand même une réaction que M. Nunez nous dise ce qui s'est passé. Il était allé sur une chaîne de télévision, la question n'avait pas été posée. Bon, elle a été posée au Sénat aujourd'hui, pour la première fois. Et il a répondu, il a bien fait de répondre d'ailleurs, et il a répondu parfaitement. Il a dit c'était maladroit. On a le droit de se tromper dans la vie. Oui. Il a dit c'était maladroit, franchement, c'était pas ce que je voulais dire. Très bien, dont acte. Puisque tout le monde peut faire des erreurs, et bon, mais fallait le dire. Il a fallu 5 jours. Et je me permets. L'Élysée aussi, quand même. Oui, je me permets. Et intervention. On parlait au nom du président, et ça a pas Oui. Et pu à l'Élysée. Et si vous me permettez, intervention de CNews un peu. Oui, mais bien sûr. Je veux pas, parce que- non, j'irai pas Non, mais jusqu'à là, c'est mais vrai intervention. Pascal Pro, il y a Emmanuel Non. Macron, dans l'échelle du pouvoir au gouvernement. Quand Pascal Pro dit, vous convoquez les ministres, Pascal. Ça s'appelle. Mais écoutez, il y a que nous qui en avons parlé. Ouais. Bah oui. Il y a que nous. Puisque Non, il y a il sur y une a que chaîne moi, de il y a que télévision. vous, Pascal. Non, pas que moi, Non, toute la chaîne. Mais c'est quand même pas rien. Vous aviez Laurent Nunez qui disait, le président de la République qui est attaché à développer l'islam. Oui. Bon, alors on va voir la séquence au Sénat cet après-midi. C'est Madame Muriel Jourdan, LR, qui a posé la question. Jourdain. Muriel Jourdain. Pardonnez-moi, je ne connaissais pas cette dame LR sénatrice. Si, elle était coprésidente d'ailleurs de la commission d'enquête au moment de l'affaire Benalla. Eh ben Elle fait écoutez, connaître à ce moment-là. voilà, qu'elle me pardonne. Et Laurent Nunez, et vraiment, il a eu raison, mais il aurait dû le dire tout de suite. C'est ça qui est toujours étonnant. Écoutons cet échange. À la Grande Mosquée de Paris, en tant que ministre des Cultes, à l'occasion d'un événement religieux, vous y avez tenu un discours relativement long au sein duquel vous avez tenu des propos qui n'ont pas manqué d'émouvoir les uns et les autres, et je voudrais les rappeler. Vous avez indiqué, je ne suis pas de ceux qui iraient expliquer à des enfants qu'en portant le voile, elles mettraient à mal le vivre ensemble républicain. Vous avez indiqué soutenir toute initiative qui permettrait de mieux faire connaître l'islam, et vous avez enfin indiqué que le président de la République était attaché à développer et à mieux faire connaître l'islam. Dans la mesure où le rôle du ministre des Cultes n'est pas de favoriser une religion, ni de faire la promotion d'une quelconque pratique, et où il me semble que le président de la République n'est pas le commandeur des croyants, pouvez-vous être plus précis sur les propos que vous avez tenus ? Je disais que sur ce combat-là, et vous le savez très bien, il faut qu'on suscite aussi l'adhésion de nos compatriotes de confession musulmane. Sinon, on les perd et on perd ce combat. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai parlé du voilement des jeunes filles mineures, comme j'aurais pu citer d'autres mesures générales. Je n'ai cité que celle-là, je vous le concède, mais évidemment qu'à titre personnel, je suis opposé à ce que des enfants de 6 ou 7 ans portent le voile. Évidemment, il n'y a aucun libre arbitre. Évidemment que j'y suis opposé. Je l'ai redit sur BFM et je vous le redis. Soyez sans crainte, ma fermeté, elle est absolue. D'ailleurs, je viens, et ça ne s'était pas fait depuis très longtemps, d'interdire quand même les frères musulmans, enfin les musulmans de France au Bourget, et je porte le projet de loi en trisme. Concernant la promotion de l'islam, c'est un propos maladroit, évidemment. Le ministre des Cultes, il est là pour garantir que chaque fidèle puisse exercer, quelle que soit sa religion, puisse exercer son culte librement, sans entrave. Et c'est ce que je voulais dire quand j'ai parlé maladroitement de promotion. Voilà, je reprends ce terme bien volontiers. C'était très maladroit de ma part. N'oubliez pas quelque chose, Madame la Présidente, et vous le savez très bien. Quand vous parlez de Laurent Nunez, on vous dit souvent qu'il est islamophobe. N'oubliez pas le combat que je mène. C'est bizarre, ça. Eh bien, alors c'est très bizarre cette dernière phrase. Mais qu'en pensez-vous ? Moi, je pense qu'il y a une certaine grandeur à s'excuser. Donc moi, ça ne me gêne pas du tout, surtout que la vérité m'oblige à dire que quand je l'ai entendu... Non, mais je souris pas, Parce que j'essaie d'imaginer, vous imaginez, D'accord, excusez-moi. c'est ça dont vous êtes jaloux. Oui, parce que alors en plus je le dis pour les téléspectateurs, arrêtez d'envoyer à Monsieur Goldnadel, parce que vous en recevez 10 par jour maintenant des tapis de souris. J'en reçois même qui sont assez injurieux envers Monsieur Pro. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire ? Bon, mais c'est vrai que ça m'énerve, mais c'est pas grave. Non, mais moi j'aime bien, Donc, je vous sais, touchez, mais ça- notamment parce que ça vous énerve, il y a un truc. Alors plus sérieusement, je vais vous dire pourquoi c'est d'une certaine manière ces excuses le grandissent, parce que quand je l'ai entendu, pour être tout à fait franc, quand il dit développer, il se reprend après. Il se reprend, c'est-à-dire qu'il est beau développer, il comprend bien que le mot est malheureux, et après il dit autre chose.
Donc, c'est comme ça que je l'entends. Mais quand vous il dit la avez phrase. parfaitement raison, Oui. et ça n'enlève rien au fait qu'il l'ait dit. J'ai compris. Mais enfin, il est C'est-à-dire qu'il comprend qu'il ne faut pas qu'il le dise. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il comprend. On pouvait imaginer que il est Emmanuel Macron... conscient qu'il a dit. Il est déjà conscient sur le moment qu'il a dit une bêtise. Oui, mais sur le fond ou sur la forme? Ah, je crois pas. Écoutez, très sincèrement, je préférais. C'est un lapsus ou c'est un lapsus révélateur, comme dit l'autre? inconscient qui part. Voilà. Oui. Non, ouais, bien sûr. En réalité, c'est ce qu'il faut depuis des années. Exactement. La promotion de l'islam, c'est ce qu'il faut. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on a absolument le droit de ne pas aimer une religion ou les religions. C'est un droit constitutionnel en France. Donc, on a le droit même d'être ce qu'ils appellent islamophobes si on veut. Eux ne cessent en réalité de vouloir faire la promotion. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que si on connaît mieux l'islam, on l'aimera mieux. Alors ça, Bon, racontez-moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Élysée, parce que vous avez dit l'Élysée. Ça m'intéresse. Vous avez des informations. Non, mais ce qui s'est passé, il y a eu plusieurs jours des choses que le grand public n'a pas forcément vues. Jeudi dernier, donc il y a CNews évidemment, Pascal Pro, Arrêtez. qui alerte, qui s'amuse. Arrêtez. Et ensuite, jeudi, il y avait la réunion des préfets. Vous savez, chaque mois, le ministre de l'Intérieur réunit l'ensemble des préfets pour leur donner les instructions globales. Et Laurent Nunez est revenu sur ses propos. Il les a assumés devant des préfets. Ça a fait bondir d'ailleurs certains d'entre eux. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Donc il a assumé, donc ça va pas passé- du tout dans le sens de ce que dit Ce Goldnadel. qui s'est passé ensuite, c'est que le sujet est monté. Eh oui. C'est devenu jusqu'à ce qu'on lui Parce que pose la là, question. là, il est sur ordre. Et Là, on voit, il parle à Emmanuel Et Macron, vous là. lisiez, il y avait des journaux ce matin, des Oui, grands au Figaro, quotidiens, très bon papier. qui expliquaient que l'Élysée était un peu embarrassé parce que le ministre de l'Intérieur mettait dans la bouche du président des mots qu'il n'avait pas dit, qu'il n'avait peut-être pas l'intention d'assumer. Il ou contredit la version de Goldnadel. Ensuite, c'est très rare de voir des politiques s'excuser, donc à tout pécheur miséricorde. Et quand il dit, voilà, j'ai plus les mots, à 2 reprises, Maladroit. il dit, très maladroit même. Voilà. Bien sûr. Bon, il s'est excusé, dont acte. Dont acte, Mais voilà, vous avez raison. tout ça n'est pas simplement la pure Mais ce spontanéité. que vous nous apportez comme information, c'est que devant les préfets, il a Absolument. confirmé son propos. Et d'ailleurs, il y a des, moi, je vois, j'ai des préfets qui m'ont, Non, mais, faire bondir encore. qui m'ont je- rapporté ça. Moi, Je vais je faire bondir crois pas beaucoup du de tout, téléspectateurs, mais moi, j'ai pas de problème avec l'islam en général. Mais personne Et- n'a mais- de problème avec l'islam. mais- Mais en revanche, vous avez un problème avec Sabrina Benjaber qui n'a pas le droit de parler. non mais Vous voyez, Avec qui vous avez pris la comment, place Je- dès l'instant où j'ouvre la bouche, vous Un êtes peu de tous galanterie, témoins. William. Vous êtes tous témoins. Ouais, Non, allez-y. je pense, moi, que lorsqu'il a émis ses propos, ils étaient parfaitement dirigés, puisque ce soir-là, de l'Iftar républicain, étaient présents les ambassadeurs d'une grande caste démocratique, représentant de pays tels que Djibouti, tels que le Kazakhstan, tels que la Turquie, tels que la Ligue islamique mondiale, tels que l'Arabie saoudite, le Bahreïn, le Bangladesh, etc. Des pays où, évidemment, des pays qui sont régis par la charia. Et je pense que ce soir-là, le fait qu'ils disent Emmanuel souhaite développer l'islam en France, c'est donner une sorte de gage, finalement, d'une espèce d'islam de France orienté vers l'auditoire qui était, effectivement, à cet effet-là, plus réceptif que d'autres. Je pense que c'est ça. bravo. Eh ben, Merci, ben, Isabelle. bien dit. je pense que cette analyse est Et extrêmement par ailleurs, ce qui est intéressante. aussi vrai, c'est que Laurent Nunez a participé à la rédaction de beaucoup de textes de renforcement de la lutte contre le Mais, terrorisme, alors, bien sûr. de lutte contre Oui, oui. la progression de l'islam Oui, radical. oui, Je oui. pense les mesures administratives pour empêcher des gens qui Non, ont mais été condamnés je- pour terrorisme. Je Allez, conteste on pas avance. le travail, On c'est avance. simplement que le On- débat non, on vraiment avance. sur les fillettes Non, commence à on se avance. faire. Eh bien, Oui, c'est vrai. Et On ça, avance. ça, il en a parfaitement conscience. On avance, Ce vous avez débat- tout dit. Ah non. Chacun a parlé sur ce J'avais un sujet. truc sur l'islam formé, mais tant pis. Oui, bon. Donc- Comment dire Il se vexe, Jean-Fra- c'est fou, quoi. Mais c'est bon. Mais il s'excusera tout à l'heure. Oui, alors. Comme mais- Laurent Nunez. Non, c'est ça que je voulais dire. Il me dira, j'ai été maladroit. Dont acte, monsieur Nunez, vous avez parfaitement raison. On le répète. Il aurait dû s'excuser plus tôt, mais il l'a fait. C'est parfait. On passe à autre chose et c'est oublié. Propos maladroits, tout le monde peut effectivement avoir des propos maladroits. Jean-François Copé sur le port du voile. On va le recevoir, Jean-François Copé. On doit le recevoir demain et puis on va le recevoir la semaine prochaine. C'est assez agréable parce qu'on peut toujours discuter avec lui. Bon. Quoi, demain ou la semaine prochaine, j'ai pas compris. La semaine prochaine. On devait le recevoir demain, puis on le recevra. Bon. Alors, il a écrit, effectivement, un livre, je pense que c'est un livre qu'il a dû écrire en 86-87, et puis il l'a sorti là. Je ne sais pas pourquoi. Bon, mais, je te taquine un peu, mais ce qu'il écrit, il a un logiciel qui a 30 ans de retard, Jean-François Copé. Mais c'est pas grave. Il pense que le RN, c'est le FN, et il renvoie RN et LFI. Pour lui, c'est la même chose. Bon. Bah, c'est vintage. C'est vintage. Bon, écoutez en revanche ce qu'il a dit sur le port du voile, parce que pour lui, c'est fini.
je suis celui qui a interdit le port de la burqa en France par la loi que nous avons portée avec mes amis députés à l'époque. La burqa, c'est le masque intégral. En revanche, ce que je dis de manière très claire, c'est que dire aujourd'hui, comme le disent les partis populistes, là pour le coup c'est le RN, qu'il faut interdire le port du voile est aujourd'hui en réalité une illusion. Et d'accord, mais alors parce que c'est trop tard. Il fallait, si on devait le faire, c'était peut-être il y a 25 ans. Alors pour lui, être populiste, c'est comment dire, demander l'interdiction de port du voile, c'est populiste. C'est formidable quand même. Oui, non, mais en fait, en effet, il renvoie dos à dos le RN et LFI sur cette question du voile. Il n'y a rien de populiste à vouloir interdire le voile. Plusieurs personnes l'ont proposé. D'ailleurs, toutes les féministes universalistes devraient considérer qu'effectivement, les femmes libérées du voile, eh bien, c'est l'incarnation de la liberté quand on voit déjà. Bon, sur le fond, est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est impossible à mettre en place? Alors, moi, je pense que dans certains quartiers, c'est trop tard, en effet, oui. Et si, puisqu'on parle du voilement des fillettes, il y a vraiment un phénomène qu'on observe, c'est celui de la surmusulmanité. C'est celui de la vanité religieuse. C'est celui de la pureté religieuse. Et le voilement des fillettes, c'est une sorte d'exploitation, en réalité, sociale. Donc il a raison. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme selon. Il y a des quartiers. Il y a une manière. Je vous assure que c'est pas une précaution oratoire. Jean-François Copé, je l'aime beaucoup. Je le connais depuis 20 ans, 30 ans. Et on se connaît bien. Et je racontais à Fenech, on avait créé Droit à la sécurité. Il y a une trentaine d'années avec Georges. Et je vais voir mon Copé pour lui expliquer tout ça. Et il me dit, Copé, c'est très bien ce que tu fais sur la sécurité, mais William, fais attention sur l'immigration. Et l'histoire a 30 ans. Il fallait que je fasse attention par rapport à l'immigration. Donc c'est la preuve que même les gens les plus intelligents, parce que Dieu sait que ce type est brillant, peuvent se tromper. Il s'est trompé. On lui dira. Je lui dirai, et je lui dirai avec beaucoup d'amitié. Hein. Il s'est trompé surtout. Voilà, sauf sur mot d'ailleurs où il fait un bon job. Parce Voilà, que, c'est lui, mais c'est aussi générationnel. C'est cette droite-là, parce que Jean-François Copé, c'est un libéral, un vrai libéral dans tous les sens du terme. Donc lui, en soi, ça le gêne pas plus que ça. Mais il a réussi à mot. Alors, il est élu au premier tour. Et ensuite, le sujet, c'est la question qu'il pose, c'est est-ce que c'est foutu ou pas sur ce sujet. Non mais écoutez, excusez-moi, ça fait en fait 40 ans qu'on peut mener le combat. On propose un truc, on nous dit tout le temps c'est trop tard. C'était trop tard pour l'école, il a fallu attendre 10 ans pour qu'on le fasse. C'était trop tard pour protéger les jeunes filles. C'est trop tard pour endiguer l'immigration. Et dans 20 ans, on va redire c'est trop tard pour empêcher la création d'États autonomes. Donc il faut mener le combat. L'intégrisme musulman, selon. C'est-à-dire que c'est trop tard. Exactement. Et impossible n'est pas français. Voilà. Non, mais surtout, C'est surtout ça. il a été à l'origine de la lutte contre la Impossible. Bibla, Jean-François C'est ça Copé. qu'on devrait dire à Monsieur Copé. Impossible n'est pas français. Le nombre, c'est une grande chose. Mais écoutez, Plus on attend, plus c'est trop tard. impossible de ne pas être pas français. Je veux dire, Mais Pascal, quand c'est un très gaulliste, compliqué. pardonnez-moi, C'est compliqué, parce que- quand un gaulliste dit que c'est trop tard, alors qu'il est hérité d'un homme qui est parti tout seul à Lyon, comment dire, qui était pas à Londres, qui est parti tout seul à Londres, Contre Lyon. tout seul à Londres, contre le monde entier. Et c'est ça le gaullisme. Moi, je vous dis que dans 10 ans, impossible, ça sera plus français. Ouais. Bon, écoutez, l'intégrisme musulman par Monsieur Copé, ce qu'il dit. À droite, nous sommes intraitables sur l'intégrisme islamiste. Autant, dans le même temps, il faut arrêter de parler des musulmans, mais parler aux musulmans. Parce que nous avons des compatriotes qui sont de confession musulmane, qui sont par millions aujourd'hui, et dont on se rend compte quand on prend le temps, ce que je fais à travers mes fonctions de maire, et c'est pour ça que j'ai voulu rester maire. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'effectivement, ils ont des valeurs qui sont assez proches de la droite, ils sont attachés à la famille, ils sont attachés à l'ordre, ils ont envie qu'on travaille pour gagner sa vie. Ça ressemble quand même beaucoup à des valeurs de droite. Donc, plutôt que de leur tourner le dos, il faut les libérer de l'emprise de LFI. Ils les instrumentalisent. Manifestement, il n'y arrive pas. C'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure. Je sais que je vais choquer beaucoup de monde, y compris peut-être d'abord Sabrina. Moi, je ne suis pas en guerre contre l'islam. Mais moi Il non y a plus. tellement d'islam Mais différents. personne. Mais moi non plus. Non, mais l'islam d'Afrique noire, par exemple, notamment soufi, n'a rien à voir avec Oui, mais l'islam bon, arabe. c'est pas le mais sujet. attendez, C'est pas le sujet. Gilbert, Il y a pose qu'un problème. seul sujet. Non, mais Non. Il n'y a je ne suis qu'un pas seul contre sujet, l'islam. Pascal. C'est Ça, clair. le nombre. Oui. Tout le reste, c'est de la littérature. Alors, dernière chose de Monsieur Copé sur les LR. Alors, c'est formidable parce qu'il y a un schisme au LR et il va citer 4 personnes. Pécresse, Bertrand, Larcher. Pardon. Oui, ça fait sourire parce qu'effectivement, il me semble, et d'ailleurs c'est pour ça que Monsieur Retailleau a été élu,
les électeurs LR, ils sont plus sur la ligne de Retailleau et de Bellamy que sur la ligne de Valérie Pécresse. Exactement. Donc à ce moment-là, Valérie Pécresse, Monsieur Larcher, et puis Monsieur Bertrand, faut qu'ils en tirent les conclusions. Ils ne sont plus représentatifs des électeurs LR, de leur majorité en tout cas, puisqu'il a été élu à 75%. C'est comme ça. Alors ils veulent rester dans le parti pour avoir l'argent. C'est aussi pour ça, bien sûr, la candidature unique. Chacun aimerait avoir le parti pour organiser l'élection présidentielle. Mais la tendance, la ligne Bellamy, Retailleau épouse sans doute davantage le sentiment des électeurs. Écoutez ce que dit Monsieur Copé. LR n'est pas devenu populiste, mais en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a aujourd'hui un schisme, malheureusement, entre ceux qui, tels Bellamy, sont dans une ligne extrêmement complaisante à l'égard du Rassemblement national, et ceux qui, comme Michel Barnier, Gérard Larcher, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand ou moi-même, considérons que ce serait la pire des options. Regardez l'état du PS aujourd'hui pour s'être compromis avec LFI. Donc pour moi, la ligne, elle est très claire. C'est celle d'une droite décomplexée, qui assume des valeurs d'ordre et de progrès, parce que justement, on est totalement étanche avec le Rassemblement national. Ce qui ne comprend pas, Monsieur Copé, ou qui ne veut pas comprendre, c'est les électeurs qui veulent cette ligne et ce rapprochement. Et oui. C'est les électeurs. Indépendamment des électeurs. Ah, c'est ça. Le renvoi dos à dos, RN, Oui. parti antisémite, ça marche pas, il ne comprend pas qu'un Copé ne le comprenne pas. Mais parce que c'est un macroniste, c'est-à-dire qu'il est peu, quand je dis c'est un macroniste, c'est l'extrême centre. Voilà. C'est un homme de l'extrême centre. Et puis Valérie Pécresse aussi. Et puis Gérard Larcher aussi. Et puis tout ça, c'est l'extrême centre. C'est-à-dire que ce sont des gens qui gouvernent le pays depuis 40 ans, qui sont en échec et qui veulent pas lâcher le pouvoir. C'est des profils d'ailleurs souvent comparables. C'est des gens plutôt doués, plutôt intelligents, qui ont fait des bonnes études, etc., qui méprisent, en plus, une forme de mépris pour le Rassemblement national et les profils qui sont un peu différents d'eux, comme Jordan Bardella. Mais à l'arrivée, ils sont en échec. Et les électeurs, c'est les électeurs qui veulent le rapprochement, parce que les électeurs, ils veulent pas perdre, en fait. Donc c'est ce qu'on lui dira, Monsieur Copé, quand on viendra. C'est pas et de dire Bellamy. D'ailleurs, c'est très marrant comment il parle de Bellamy et de Retailleau. Bellamy et Retailleau, Retailleau, il a été élu à 75%. Ce qui est intéressant quand même, c'est que le dernier président, donc le président des LR, c'est Bruno Retailleau, il a été élu avec le score que vous avez donné, et celui qui était avant, c'était Éric Ciotti, qui était sur cette ligne-là. La question qu'on est en mesure de se poser, c'est est-ce que le schisme n'a pas déjà eu lieu? Ouais. Mais oui, mais le schisme des électeurs. Non mais les Républicains, si on compare avec l'UMP, c'est un parti, c'était le parti Nicolas Sarkozy qui a remporté l'élection présidentielle. Aujourd'hui, c'est devenu un parti d'appoint, c'est devenu un parti minoritaire. Elle a fait moins de 5%. Au CNI, qui jadis était un. Elle a fait, ça a fait moins de 5% la dernière fois. Écoutons, faut être à un moment, les gens qui représentent le parti doivent être sur la ligne des électeurs. Mais Monsieur Copé, la dernière fois qu'il s'était présenté au président, il avait fait à moins d'1%. 0,37%. Eh oui. Parce que ça montre quand même la faible adhésion aujourd'hui des choses. Et encore, mon histoire, elle a 7-8 ans. Oui. Bon, il est élu à Meaux. Oui, il est bien élu. Il est au premier tour. Écoutez, Monsieur Listard, pour terminer sur ce sujet. J'essaie justement de trouver une solution pour préserver l'intégrité d'un projet, d'une personnalité, qui soit pas un arrangement. Parce que si on fait pas ça, c'est quoi? C'est soit la division qui fait perdre, soit un arrangement de notables. C'est un dîner en ville entre bons notables qui s'imaginent supérieurs aux autres parce qu'ils ont fait les mêmes écoles et que ça fait 40 ans qu'ils sont au pouvoir et qu'ils se plantent, mais qui veulent toujours. On ne réformera pas le pays, on ne le fera pas réussir avec ceux qui ont échoué. Donc, mon idée, c'est de dire, j'ai même pas à définir le périmètre. Tous ceux qui se prétendent de droite, pour résumer, viennent, votent qui veut, se présentent qui veut. Et au moins, ça permet d'organiser... Tout le monde se met derrière le vainqueur. Pas forcément. Alors ça sert à quoi? Mais non, mais au moins, vous vous taisez jusqu'à l'élection présidentielle. On est mercredi et l'événement, c'est le mercredi dans la presse française, c'est la veille de match. Et Match va faire l'événement demain. Vous avez vu la une de Match? Je viens de la voir. La une de Match et toute la presse, évidemment, on va en parler. Ça, c'est pas la une. C'est Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon, des deux Cécile, l'idylle que personne n'attendait. Ce sont des photos, voilà, c'est des photos qui ont été prises en Corse, précisément à Ajaccio. Le people est dans les vies, c'est ainsi, mais c'est pas nouveau depuis John Kennedy. Le Paris Match a été un acteur de l'élection d'Emmanuel Macron, d'une certaine manière, avec cette romance
qui était à l'affiche entre Brigitte et Emmanuel Macron. Et là, aujourd'hui, vous avez demain match. C'est pas, je sais pas comment ces photos ont été prises, si elles sont avec la complicité de Jordan Bardella et de Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, mais il est vrai que comme c'est un candidat potentiel à l'élection présidentielle, tout le monde va en parler. Et c'est pourquoi on va en parler tout de suite après la pause. Nous sommes de retour pour évoquer cette une de Paris Match qui évidemment fera parler. Cette une, vous la voyez, Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, l'idylle que personne n'attendait. Et dans le papier de Match dont je vais vous lire le début, la romance entre le président du RN et la princesse est très inattendue. De quoi est-elle le nom? Et je vous lis le début du papier de Anne Tucois. Ce matin-là, à Ajaccio, la lumière avait cette douceur qui suspend le cours du temps. Entre la Méditerranée et le relief silencieux, tout paraissait s'accorder dans une harmonie presque irréelle. Les Corses connaissent ce miracle. Les îles sanguinaires, ces 4 îlots mystérieux situés à l'extrémité du golfe. C'est dans ce décor où chaque pierre semble chargée de mémoire qu'une scène inattendue s'est offerte au regard. Jordan Bardella et la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles marchant côte à côte. Et on va voir ces photos parce que d'abord, il y a quelque chose qui va frapper l'inconscient, c'est le mot princesse, puisque cette jeune femme est une vraie princesse. Et vous avez un candidat républicain, Jordan Bardella, dont chacun sait qu'il est issu d'un milieu populaire, modeste, et qui donc aujourd'hui a une romance qui est officielle, puisque, disons les choses, Paris Match, il y a une institutionnalisation de la romance. Donc, est-ce que c'est une bonne chose pour lui, une mauvaise chose? Je n'en sais rien, je vous pose la question. Et... Moi, je veux pas être chauvin, mais de Bourbon des Deux Siciles, ça fait pas très français. Hein. C'est tout Non, bah, regardez la lignée, vous verrez que c'est vous verrez que c'est français. Et son père est tout, la mère est italienne, la mère de la princesse, mais le père est tout ce qu'il y a de plus français, cher Gilles. Vous verrez. C'est Nicolas Sarkozy d'avoir épousé une famille italienne non plus. Vous n'allez pas non plus commencer à... Non, mais moi, je suis sûr que ça va faire beaucoup parler. J'étais au 3e degré, hein, je le précise, pour certains. Bah, parfois, on comprend pas très bien. Ouais, ouais. Non, ça va faire beaucoup parler. C'est un événement, en réalité. Alors, dans les milieux un peu pincés, les gens diront non, je méprise, je regarde pas ça, mais en réalité, tout le monde regarde. Il y a deux choses mais vous savez très bien aussi, vous allez à un dîner, mais non, mais qui a vu ça? Alors que les gens se précipitent pour regarder discretos. Mais pourquoi nous en parlons? Mais vous avez raison. Pourquoi nous en parlons? Moi, je vois j'ai aucune hypocrisie là-dessus. Il y a deux éléments importants. C'est que pour que Paris Match fasse ce choix-là, parce que c'est un choix éditorial de mettre à la une un possible candidat à l'élection présidentielle, ça veut dire qu'il l'institutionnalise, et c'est ce que vous avez dit. Et il y a un deuxième élément, c'est que Jordan Bardella, qui ne supportait pas lâcher la moindre information sur sa vie privée, a accepté. Et donc là, c'est pas une paparazzade, comme on dit. Hein. C'est là, et c'est des photos. Non, mais on est à mi-chemin entre la photo posée et la photo. Non, mais... Ça rappelle d'ailleurs tout à fait la mise en scène pour Emmanuel Macron lorsqu'il était à Biarritz, où il y avait un homme. Ce ne sont pas des photos faites par des paparazzis volés, cachés. Voilà, il est clair que Paris Match a donné l'accord. A donné l'accord. Jordan Bardella a donné son accord. Vous voulez dire que c'est de la com? Ah, ça fait partie. Mais tout est comme Elisabeth. Mais dans en politique, en France en tout cas, quand vous aspirez à un destin présidentiel, même si beaucoup de gens méprisent ça, la mise en scène de votre vie un peu intime, privée, votre vie familiale, fait partie de l'institutionnalisation de votre campagne présidentielle. Et tous les candidats, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. Comment? Sauf Marine Le Pen. Alors vous avez raison, Marine Le Pen échappe. Mais en tout cas, voilà, il y en a un certain nombre qui ont joué ce jeu-là. Et quel est le signifiant, justement, comme on dit en communication? C'est quel est le signifiant? Ça veut dire quoi, en fait, d'afficher un couple? Non, le signifiant... Dans un engagement politique, ça signifie quoi qu'être en couple? C'est peut-être ça, c'est à vous de nous dire. Non, mais Sabrina, ce qu'on peut imaginer, c'est assez simple, c'est que ils sont manifestement, ils se connaissent depuis un an. Oui. Bon, la campagne électorale commence. Oui. Ils n'avaient pas envie que des photos sortent n'importe comment, et peut-être est-ce une maîtrise d'une communication de dire, écoute, on est en couple, on est ensemble, on va le dire, et après on nous fichera la paix. Oui, voilà, comme dit Louis, vous avez raison. Il y a un conte de fées aussi un peu. Il y a un petit conte de fées qu'on va vendre dans les Français, ils aiment bien ça. On peut imaginer ça, mais on peut aussi imaginer que
comme ces photos, quoi qu'il arrive, pouvaient sortir, faut mieux les sortir maîtriser. dans Paris Match, puisque une fois qu'elles sont sorties, les autres journaux sont moins enclins à vouloir avoir des informations que tout le monde a déjà, Bien sûr, par bien sûr. définition. Bon, ça ne... Mais Louis a raison Ah, quand il dit tout le Comment monde fait semblant de pas s'y intéresser. Et bien sûr, vous Mais bien sûr, mais dans les rédactions, tout le monde. regarde Alors, la t'as vu télé. la Et puis, une, je vais vous dire évidemment. quelque chose, c'est Ils que sont belles. c'est un joli couple. C'est vrai. On a le droit de C'est un dire joli ça. couple. C'est des jeunes Oui. gens, ils s'aiment, ils ont le droit de s'aimer. Et Le décor est très joli aussi. voilà. Le décor, c'est beau. Pascal, vous êtes bon public aussi. oui, je suis bon public en général, mais je suis d'accord avec vous. Moi, je suis d'accord. Je suis assez naïf. Oui, vous êtes avez romantique, en parfaitement plus c'est la raison. Corse, les îles Ben, c'est là, en plus, c'est là où on va tous finir. Donc, si vous voulez, non, je suis assez d'accord. Je suis assez naïf, Oui, mais c'était bien sûr. amical. Bon, la commission d'enquête. Alors, la commission d'enquête, c'est formidable. C'est fini. C'est fini. Là, je vais vous passer 2 ou 3, Madame Ernotte, qui a passé des 2,3 milliards. On rappelle que c'est 4 milliards l'audiovisuel public, 4 milliards. Et Madame Ernotte, alors, j'assure Charles Herlon qu'il y a du mérite. Faut tirer les vers du nez, comme on dit. Il y a augmentation de la dotation sous la présidence Ernotte. Il pose mais 10 fois la question. Il n'a jamais la réponse. Et finalement, il va l'avoir à la fin. Écoutez cette séquence. Ma question est simple, Madame la Présidente, entre votre année d'arrivée et la dernière année validée par la Cour des comptes 2024, est-ce qu'il y a eu une augmentation de 136 millions de dotations publiques constatée par la Cour des comptes? Mais je trouve ce procédé très manipulatoire. 1, vous mélangez chiffre d'affaires et dotation publique. 2, vous additionnez 2 rapports de la Cour des comptes sans le préciser. Vous en renvoyez à une page et bien voilà. Donc, je le redis, je sais pas comment le dire. Moi, ça fait 30 ans que je manage les entreprises, d'accord? Donc, je commence à mal le prendre. Parce que je prends ça pour de la diffamation. Qu'est-ce que vous prétendez? Quand je suis arrivée en 2015, l'entreprise, elle était depuis 3 ans en déficit. De 2015 à 2025, j'ai ramené l'équilibre dans cette entreprise. Maintenant, je ne sais pas comment vous voulez embrouiller la discussion, donc mettez-vous d'accord, envoyez-moi la question et on répondra. Mais ma réponse, elle est claire. Depuis 10 minutes, vous m'expliquez que mes chiffres sont faux. Madame la Présidente, est-ce que vous niez ces chiffres qui constatent une augmentation de 136 millions des dotations publiques sur la période de votre mandat? Je n'ai pas les chiffres sous les yeux. Il est possible qu'en début de mandat, les chiffres aient suivi l'inflation, parce que je vous rappelle que à l'époque, nous étions financés par la redevance, et la redevance suivait l'inflation. Bon, les chiffres, on aura eu du mal pendant toute la commission à les connaître. Il y a un deuxième passage que je voulais vous faire écouter qui est, alors celui-là, pour un professionnel de la télévision, ce qu'elle dit, cela montre qu'elle connaît rien à rien à la télé. C'en est même sidérant. C'est sidérant. Ce que vous allez entendre sur C'est dans l'air. Donc elle dit, voilà, C'est dans l'air, on peut pas le produire en interne. Et la raison pour laquelle on ne peut pas le produire en interne... La raison des droits juridiques. Oui, mais c'est un vrai... Ce qu'elle dit, c'est un concept. Il y a 4 personnes autour d'une table. Donc, elle ne connaît rien à rien. Ce qui est normal d'ailleurs. Elle venait d'ailleurs. Bon, elle sait pas ce que c'est qu'un produit télé. Mais écoutez cette séquence quand elle parle de C'est dans l'air. Je vous assure, c'est presque drôle. On n'externalise pas. Il se trouve qu'il y a une partie des programmes qui sont une idée portée, développée par un producteur externe. Prenons C'est dans l'air. Vous vous dites c'est facile, pourquoi c'est pas fait en interne? Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit. L'idée, le concept, le droit au format, c'est une propriété intellectuelle qui appartient à Media One. C'est une réalité, et heureusement d'ailleurs, ça protège les idées, ça protège les concepts, ça protège le droit d'auteur. C'est un sujet pour lequel d'ailleurs on se bat en France, en Europe, pour faire respecter ce principe. Vous vous rendez compte que vous avez la PDG de France Télévisions qui explique que C'est dans l'air, c'est 4 personnes autour d'une table avec un animateur central. C'est ce que font des milliers de ce qu'on fait nous, ce qu'on fait tout le monde depuis la nuit des temps à la télévision. Et elle t'explique que c'est un concept. Oui. Et nous aussi, on est un concept là. On est un concept. Mais nous, on n'est pas externalisés. Hein. Oui, ah oui. Ouais. Non, mais Parce que si on était externalisés, non, mais vous auriez pas le droit à ça. ce que je veux vous dire d'abord. Non, mais c'est incroyable, c'est très beau. Et alors, ce qui est dommage là, parce qu'en face,
ils connaissent pas aussi bien que nous. C'est normal, c'est pas leur métier. Il y a pas quelqu'un qui lui dit en face, mais enfin, vous dites n'importe quoi, madame. Non, mais c'est C'est dans l'air. Quel est le concept de c'est dans l'air? C'est pas brevetable, hein. C'est pas brevetable. Pardon? C'est pas brevetable, c'est dans l'air. Le concept de c'est dans l'air, c'est de faire un sujet, d'avoir 4 personnes qui parlent autour. Je veux dire. Concept. Mais, Moi, ça me fait beaucoup rire. non, mais nous vivons dans une injustice invraisemblable. Faut pas s'y habituer. En vérité, vous avez bien vu le ton employé par Madame Ernotte. Vous avez vu. En vérité, depuis à peu près 15 jours ou 3 semaines, il est acquis au débat qu'on doit un petit peu aboyer sur Monsieur Allon. Oui. Et quand ça n'est pas la personne qui lui répond, Nagui ou Madame Ernotte, c'est le président Patrier-Létus lui-même. Donc, jamais à ma connaissance, une commission d'enquête et son rapporteur n'avaient été aussi vilipendés publiquement. Et ça va loin, parce que vous avez quand même, Charles Aloncle a montré, vous avez une responsable qui a pris, je ne sais plus combien de milliers d'euros, dans le cadre d'un licenciement. 400 000 euros. 400 000 euros. 400 000 Madame euros. Darrigan. Elle se fait licencier par le service public. Elle en plafonne 400 000 euros. Oui. Et ensuite, elle crée sa boîte privée, elle travaille avec le service public. Pardon, il y a le procureur de Balkany aujourd'hui. Il a requis avec une sévérité extraordinaire en disant l'argent public est sacré. Mais apparemment, l'argent de l'audiovisuel public, il est moins sacré. Hein. Bon, alors il y a un autre. Non, on va essayer d'avancer vite. Et puis il y avait également le présentateur de Questions pour un champion, Samuel Etienne, pareil, qui a été viré, puis qui a pris l'argent, et puis qui s'est fait sponsoriser, payer sur sa boîte de prod. Alors, autre chose qui est extraordinaire. Est-ce que vous connaissez Arnaud Ngacha? Oui. Arnaud Ngacha est directeur de France Télévisions à plein temps. Pourquoi pas? Il gagne 100 000 euros. Il est également maire adjoint à la mairie de Paris d'Anne Hidalgo à plein temps. 60 000 euros. Il avait 2 plein temps. Ouais. Alors c'est vrai que quand tu es directeur de France Télévisions, tu dois pas être débordé, honnêtement. Parce que comme il y a 12 000 directeurs là-dedans, c'est pas... bon... Ouais. Et puis quand tu es à la mairie de Paris, tu dois pas non plus être débordé, forcément. Donc tu as 2 plein temps, bah oui. Non, vous voulez que je vous dise, honnêtement, il y a une erreur là-dedans, dans ce raisonnement. Bah, écoutez, parce qu'en fait, on confond un mandat d'élu et on reçoit une indemnité. 60 000 euros? Et ensuite, vous appelez ça une indemnité? Je suis pas en train de vous dire que c'est ou pas assez. Ce que je vous dis simplement, c'est que quand vous êtes, la question c'est, est-ce que c'est compatible d'être journaliste directeur d'un service à France Télévisions et de faire de la politique à côté? Moi, pour moi, le vrai sujet, c'est celui-ci. Si à CNews ou à Europe 1, il y a un journaliste qui est élu dans une commune, il s'occupe n'importe quoi de la voirie, bon bah c'est bien, il s'engage dans la cité, il touche une indemnité au titre de cet engagement-là. Moi, ça me choque pas qu'on baisse pas son salaire. Écoutons ce passage sur monsieur Arnaud Ngacha. Vous avez un directeur des opérations spéciales, qui a un temps plein pour France Télévisions, payé 100 000 euros net, qui est élu maire adjoint à la mairie de Paris d'Anne Hidalgo, qui cumule donc 60 000 euros au titre de maire adjoint, qui ne fait pas d'avenant pour France Télévisions, donc il cumule 2 temps pleins. 160 000 euros payés sur fonds publics. Est-ce que c'est justifié de cumuler 2 temps pleins payés sur fonds publics à hauteur de 160 000 euros? Est-ce que vous comprenez pas l'indignation que les Français ont pu avoir quand ils ont appris cette situation très précise d'un directeur de France Télévisions? Vous posez la question du statut, au fond, des salariés qui prennent une fonction, un mandat local. Je suis désolée de vous le dire, monsieur le rapporteur, et de vous le rappeler que on s'est conformé strictement à la loi engagement et proximité. Alors si vous voulez que tous les élus locaux perdent leur boulot, voient leur rémunération baisser, etc., changez la loi. Bon, elle est sur votre position. Non mais moi je ne dis par exemple les salaires sont très élevés, c'est énorme. Je connais pas la réalité de ce travail-là. Ce que je dis simplement, c'est qu'au-delà de la question du montant, quand vous êtes élu, c'est pas vous qui choisissez votre indemnité, allez voter. Non mais c'est comme ça. Et à côté de ça, est-ce que vous avez le droit de travailler ou pas quand vous êtes dans le service public? C'est les mêmes réseaux, c'est ça le problème en fait. Mais je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est les mêmes réseaux. La mairie de Paris est un. Vous pensez que si la mairie était RN, il travaillerait à France? Non mais n'empêchons pas des gens de faire la politique, d'être élus. S'il était, mais je vous répète, si la mairie était RN, même pas RN, si la mairie était LR de Rachida Dati, vous pensez qu'il travaillerait à France Télévisions? Il y aurait tous les syndicats qui seraient là. Ce serait un scandale, non mais qu'ils ne puissent pas travailler. Mais tous les syndicats montreraient un créneau. Mais je suis d'accord
d'accord. Mais enfin, je veux dire, Et alors, mais si on défend des principes, on les défend pour tout le monde. mais j'entends bien, mais mettez un peu en perspective ce qui se passe. C'est-à-dire que il y a le privilège rouge, comme dit Mais je monsieur. suis d'accord avec vous. Je Rose. vois le monde dans lequel on vit. Oui. Il y a Bon, aucun voilà, problème. c'est tout. Et je Alors, défendais Patrick simplement Cohen. le C'est principe. juste contradictoire puisque précédemment, Patrick elle Cohen. respectait la neutralité. Bon, là, on va sourire un peu. D'accord avec vous. Là, on va sourire un peu parce que d'abord, il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux, faut vraiment le remercier. Je crois qu'il s'appelle David Donsky, je crois. Il ressort des archives. Oui. Cet David homme est. Dobsky. Comment il s'appelle? David Dobsky. Dobsky. Un compte X. Alors, écoutez, c'est un compte. Ah ouais, Oui. hallucinant. Vraiment, faut l'engager parce que. Bon. Et là, je vais vous faire écouter 3 sons extraordinaires. Parce que nous, on a été attaqués, racisme, etc. L'Arcom, maintenant, je pense que l'Arcom va être très ennuyé de se prononcer. Monsieur le ministre, Le Cornu, qui a dit les paroles sont ignobles. Pareil, Madame Pégard, ignoble. Si tu participes. Ouais. Exactement. Oui, mais là, quand ils vont écouter ce que dit Patrick Cohen et ce que dit surtout Pascal Pic. Patrick Cohen recevait Pascal Pic, paléanthropologue, pardonnez-moi, sur France Inter, 2017. À cette occasion, ce dernier présentait son ouvrage Qui va prendre le pouvoir aux éditions Édile Jacob. Ouais, ce qui est Édile Jacob, c'est le haut de gamme, hein. C'est pas, voilà, c'est ceux qui sont au Collège de France qui publient. Et d'ailleurs, il est au Collège de France, ce monsieur Pascal Pic, au Collège de France. Donc c'est pas un raciste, c'est pas un antisémite, c'est pas n'importe qui. Bon. Et monsieur Pic explore les racines de la politique contemporaine en les rattachant au comportement observé chez les singes. Écoutez ce premier passage avec monsieur Cohen. Bonjour Pascal Pic. Bonjour Patrick Cohen. Vous êtes paléo-anthropologue, maître de conférences au Collège de France. Vous publiez chez Odile Jacob Qui va prendre le pouvoir, les grands singes, les hommes politiques ou les robots. Un livre où vous ne cessez de jeter des ponts entre le comportement des singes et celui des hommes, et en particulier celui des hommes politiques. C'est comme ça que vous avez regardé la campagne électorale, comme le Bébête Show. Beaucoup de Français jugent ainsi au comportement, il regarde l'image sans écouter le son, Pascal Pic. Mais bien sûr, parce qu'effectivement, ce sont des éléments qu'on partage avec les grands singes. Lorsqu'on va observer des sociétés de chimpanzés, il y a que 2 espèces qui font vraiment de la politique, hein, les hommes et les chimpanzés. À partir de là, vous regardez les comportements, c'est absolument extraordinaire. Si un chimpanzé était devant notre télévision, il ne comprendrait pas le discours, c'est une évidence. Par contre, il comprendrait ses comportements. Et c'est pour ça qu'on est capable de détecter chez différentes espèces, notamment chez les chimpanzés, différents types de leadership comme chez nous. Donc on a des tyrans, des dominants, des magnanimes, ceux qui sont prêts au compromis, voilà. Et ces personnalités ne s'expriment pas par les programmes ni les idées, mais par leurs attitudes. Vous comparez les techniques de conquête du pouvoir, les intrigues, l'usage de la violence, la place accordée aux femmes, les privilèges. Par exemple, les chimpanzés acceptent que les puissants aient des privilèges ou des entorses à la règle commune. Mais absolument. Dans toutes les sociétés humaines, d'ailleurs, c'était très bien décrit par Claude Lévi-Strauss et les anthropologues, mais aussi dans les sociétés de chimpanzés. En général, quand on accepte un leader ou une leader, on consent, ça s'appelle le consentement, à ce qu'ils aient quelques privilèges. Mais tant qu'ils remplissent ce contrat. C'est ce qui avait été dit, je crois, plus ou moins par Michel Onfray et Dorido. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant certaines métaphores ne peuvent être employées, par exemple celle du tribalisme ou celle des mâles dominants ne peut être employée qu'à propos de blancs, et que de même façon qu'on n'a pas le droit, seul un homme peut être hystérique. On n'a plus le droit de dire hystérie pour une femme, on n'a plus le droit. Donc on doit réserver un certain type. Vous pouvez être hystérique, moi pas. C'est interdit. Sinon ce serait sexiste. Du pénal. Bon, écoutez le deuxième passage. Je voudrais qu'on écoute les 3 passages, parce que les 3 sont vraiment intéressants. Le deuxième passage, toujours avec Pascal Pic, cette fois-ci c'est TV5 Monde, et c'est au moment, pareil, où il sortait son livre. Donald Trump, l'image a fait le tour du monde, qui bouscule sans ménagement le Premier ministre Duško Marković, le Premier ministre du Monténégro. Que vous inspire cette image d'abord? C'est une marque de dominance formelle, très forte, où celui qui se considère comme le leader veut réaffirmer aux yeux de tout le monde que c'est lui vraiment le numéro 1, et que pour négocier avec lui, il y aura nécessité de mettre les formes. Et effectivement, c'est une façon très brutale, certes, mais très franche, de s'affirmer sur le devant. Tout le monde derrière moi,
je suis le grand chef. Et il y a la petite mimique derrière, hein. Il bombe le torse, Oui, il a c'est ce ça. petit du visage. Dans votre vestiaire, il serait quoi? Ah ben écoutez, quand je regarde, alors il n'y a pas de caricature dans ce que je dis, hein, c'est des comportements que nous partageons avec certaines espèces. C'est-à-dire qu'effectivement, moi j'ai vu dans des conflits politiques, parce que les chimpanzés sont les seuls à faire de la politique avec les hommes, mais sans le langage, et j'ai vu donc des mâles qui raffinaient leur pouvoir, c'est ça. D'un seul coup, tout le monde est calme, comme on le voit là, et puis il vient bousculer tout le monde, et il se réaffirme au bon torse en disant voilà, je suis le leader. Tel un chimpanzé. On vient de voir Emmanuel Macron et la poignée de main. Alors c'est pareil, on a beaucoup parlé de Donald Trump qui essaie de tirer la main comme ça de son interlocuteur sans la lâcher. Parlons d'Emmanuel Macron justement. Vous dites, lui, ce serait plutôt un capucin. Pourquoi? Non, mais c'est plus sur la question de l'économie. Ouais. Donc, ces singes capucins sont assez peu connus du grand public, si ce n'est qu'on les voit dans des films de pirates ou autres. Ils sont petits avec des mimiques. On les voit à l'image, ouais. Ils sont très mignons. Donc il compare Emmanuel Macron à un singe capucin. Non, mais là, pardon, là, cet exemple, Oui. c'est directement, pas du tout dans les exemples d'Orido ou compagnie chez nous, c'est directement qu'on compare Macron à un singe et Trump à un singe. Oui. Mais là, vous le pouvez, puisque ce sont des blancs. Il n'y a pas de problème. Bon. Et le troisième Et passage. faites la part aussi de la mauvaise foi, hein, parce que il y a aussi une très grande, dans cette histoire qui nous assaille, il y a aussi une part, ils se sont jetés dessus comme la misère sur le pauvre monde. Bon, troisième passage, toujours dans la même époque, c'est Axel de Tarlé. C'est une séquence, voilà, d'une archive et qui peut effectivement mettre en perspective la séquence que nous-mêmes avons vécue. Pascal Pic, bonsoir. Vous êtes paléo-anthropologue, maître de conférences au Collège de France. Vous publiez « Qui va prendre le pouvoir, les grands singes, les hommes politiques ou les robots ?» chez Odile Jacob. Dans votre livre, ce qui est fascinant, c'est qu'on est frappé par la ressemblance entre nous, les hommes, et ceux que vous appelez nos cousins, à savoir les grands singes. Alors, je vais prendre des exemples très concrets. Vous dites un singe dominant. Les dominants se reconnaissent par leur démarche lente et assurée. Alors, comparaison avec les hommes, je vous propose que nous regardions ensemble une vidéo. Voilà. Alors, est-ce qu'avec cette démarche lente et assurée, Emmanuel Macron a voulu montrer que désormais, il avait accédé au rang de dominant? Donc là, pareil, il le compare à un singe. Directement. Directement. Ah oui. Mais là, Bah écoutez, je soumets ça. C'est ce que je vous ai dit. C'est ce qu'a dit William également. quand on voit ça, que Des M. Cohen, comparaisons réservées. quand on voit que M. Cohen l'a fait et que M. Cohen a été sans doute l'un de nos procureurs les plus agressifs, c'est quand même pas mal. Mais c'était Trump, alors là, ça compte pas. Non, mais Elisabeth a tout C'était à fait Trump. raison quand elle parle de fascisation, d'extrême droitisation de l'anthropologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, étudier des patterns, étudier des systèmes, étudier des structures anthropologiques, c'est d'être d'extrême droite. Et il s'était attaqué à Nicolas Sarkozy également. Et Nicolas Sarkozy n'a jamais déposé plainte, n'a jamais monté en épingle tout le Bah là, ça va être difficile de traiter quand même. Il s'est senti offensé. La raison qu'a dit William, c'est la raison qui est la vérité. C'est-à-dire que c'est parce qu'il est de couleur noire. Ça a été une opération de diversion pour échapper en fait à ces déclarations qui ont été sulfureuses. Et comme ils baignent tous dans un narratif victimaire, ils se sont saisis de l'occasion pour transformer la réalité, imputer à la chaîne CNews une forme de racisme envers cette personne en raison de sa couleur de peau, alors que pas du tout. C'est une analyse anthropologique, c'est-à-dire neutre. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Ça va être difficile quand même. Ça va être difficile, oui. Ça va être difficile après ces trois séquences-là pour l'ARCOM d'expliquer. Mal barré. Il y avait du racisme. Ça me paraît mal barré. Enfin, vous savez, dans un monde injuste. Et je vous parle même pas de la justice. Pour l'ARCOM, d'accord, mais moi, justement, la justice interprète, vous savez, franchement, ils ont trouvé du racisme parfois. Oui, enfin, dans certains propos. je le crois pas. Écoutez. Je le crois pas. Je vous assure, je le crois pas. Pour ce cas-là ou en général? Non, pour ce cas-là. Pour ce cas-là, je pense que j'en accepte. Mais c'est difficile de le défendre. Hein. En tous les cas, non mais si l'ARCOM voulait vraiment nous attaquer, c'est difficile. C'est une position qui est très difficile à défendre compte tenu de ce qu'on vient de voir. Mais évidemment, c'est pour ça que c'est quand même très difficile. Surtout quand c'est dans la bouche de spécialistes. On sera évidemment les seuls à parler de ça. Bien sûr. Ne comptez pas sur l'excellente émission C'est dans l'air au concept déposé par Madame Ernotte de parler de... Quotidien va peut-être le faire. Avec Quotidien n'en parlera jamais. Voilà. Notre ami Gauthier Lebret est là. Il peut arriver. Cécile Collère et Jacques Paris sont atterris ce mercredi matin en France où ils retrouvent leurs proches après près de 4 ans de calvaire en Iran. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et vraiment, ce qu'ils ont vécu, c'est sans doute inimaginable. Et j'imagine ce soir combien ils sont bien en France, combien ils sont heureux avec leur famille. Parce que c'est au-delà du calvaire et au-delà de la torture morale, physique sans doute. Écoutez ce qu'ils ont dit. Nous avons vécu l'horreur quotidienne
Nous avons vécu l'arbitraire permanent. Voilà, donc nous mesurons à quel point nous l'avons entre guillemets échappé belle, puisque ça aurait pu être encore bien pire que ce que nous avons vécu, bien plus long. Donc nous voulons remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées. Et enfin, je tiens à dire à quel point nous avons été accueillis chaleureusement à l'ambassade de France pendant 5 mois, à quel point la présence des personnels auprès de nous a été réconfortante, nous a permis de sortir de cette épreuve la tête haute. Le message que j'ai envie de transmettre est un message d'espoir, parce que nous avons gardé espoir jusqu'au bout et aujourd'hui nous sommes là pour vous parler. Nous étions des otages d'État. Nous avons été traités dans des conditions extrêmement difficiles. On peut même dire que nos conditions de détention étaient inhumaines. Si vous voulez retenir quelque chose, dites que nous étions à la prison d'Evin, qui est le centre de répression principale en Iran, mais dans la prison d'Evin, nous étions enfermés pendant 3 ans et demi au centre d'interrogatoire où le régime est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile, où vous n'avez aucun droit. Nous n'avons pas eu le droit de choisir nos défenseurs. Nous n'avions des contacts avec notre famille que de manière épisodique et extrêmement brève. Nous étions sous menace permanente. Nous n'avions pas le droit de lire, pas le droit d'écrire. Dès que nous sortions de notre cellule, nous avions les yeux bandés. Ceci pour vous donner une idée du régime qui nous a été imposé. Nous sommes d'autant plus reconnaissants à toute l'aide qui nous a été apportée, comme l'a dit Cécile, à tous les niveaux de l'État, nos familles et tous ceux qui, dans le pays, se sont mobilisés pour nous. Évidemment, l'un des objectifs, sans doute, était de nous briser, de nous casser, de nous ôter toute énergie, toute capacité à expliquer même ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous pouvons vous dire que pour nous, c'est un nouveau départ. Nous ne sommes pas brisés. Nous allons témoigner, nous allons expliquer et nous allons profiter de la vie et renouer avec tous nos proches, nos familles et aller de l'avant. Vive la vie. J'ai quelque chose sur l'estomac. Quelle force. Ah ouais. Sincèrement, j'ai quelque chose sur l'estomac. Ah ouais. Le président de la République et son ministre des Affaires étrangères ont publié un communiqué dans lequel ils se félicitent, évidemment, légitimement de leur libération. Maintenant, ces gens-là ne sont plus dans la nasse. Ils ont été traités de manière inhumaine. Ils ne pouvaient pas condamner maintenant la manière dont les autorités iraniennes ont pris ces gens en otage. C'est quoi ce complexe ? Il est où le complexe ? Elle est où la peur obséquieuse ? Ils ne sont pas avares de condamnation par rapport à d'autres pays, permettez-moi de vous le dire, monsieur. Non, mais la force... Il y a dans une négociation pour une libération, il y a un deal sur la communication. Bien sûr. Mais je vous assure. Non, mais, et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Il y a non, mais c'est pas ça. Mais je vous le dis. C'est pas ça qui... Non, mais Gilles William, c'est pas ça. Il y a des deals. Vous sortez, vous n'êtes pas dans... La force, l'énergie, l'émotion, c'est ça d'abord qu'il faut retenir. Après, ce que vous dites sera juste. Mais d'abord, salon, ce qu'on vient d'entendre. Enfin, en quoi c'est antinomique ? Mais parce que c'est... En quoi c'est antinomique ? Mais d'abord l'émotion, d'abord l'énergie, d'abord cet homme, pensez à cet homme, d'abord à son énergie. Sabrina. Non, simplement, moi aussi, ça m'a arraché l'estomac de voir que ces personnes-là sont sorties et qu'elles parlent avec une telle lucidité, une telle dignité, un tel courage et une telle espérance. Moi, je crois pas qu'en sortant de 4 ans passés à la prison des Vignes, je serais dans cet état. Je crois pas. Mais après, ce que vous dites est juste, bien sûr, mais là, Sabrina, c'est un miroir, ce témoignage. C'est jamais le bon moment. Demain, il sera trop tard. Mais vous l'avez dit, ça y est, vous l'avez dit. Non, mais vous l'avez dit. Laissez-nous parler. Vous l'avez dit. Mais je pense qu'on est plus autour de la table sur un autre sentiment. Et imaginez-vous, d'ailleurs, c'est inimaginable, passer 4 ans et venir comme cela, parler comme il a parlé. Oui. C'est incroyable. Et de dire vive la vie après avoir... Et de dire vive la vie. Un monde enténébré, quoi. Et c'est pas, et d'ailleurs, c'est logique que Emmanuel Macron, pour le coup, le dise pas aujourd'hui, c'est pas le jour, c'est pas du tout le jour. Mais non. Il le fera demain matin à 9h, vous avez raison. Je le connais bien. Vous avez raison. Non, mais il fallait le faire bien avant, ça, je suis d'accord avec vous. Mais avant, il avait l'excuse. Non, il y a zéro excuse. Avant, il avait les deux choses. Le fait que c'est mou par rapport au régime iranien est une chose, ça c'est vrai. Là, en l'occurrence, effectivement. Enfin, il n'y a pas de,
Ce à quoi on pense quand on le voit, c'est on se dit est-ce que j'aurais pu savoir. Je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce que pense Emmanuel Macron du régime iranien. Écoutez, Gilles William, franchement. Vous avez un génie. Mais non. Pour toujours excuser la écoutez, faiblesse. Franchement, j'excuse pas beaucoup Emmanuel Macron, mais il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qu'il pense du régime. Mais il y a une ambiguïté totale. Sur la guerre, mais il y a une ambiguïté totale. C'est quelqu'un qui empêche les avions d'arriver livrés avec des livraisons d'armes. C'est un homme ambigu par essence. Écoutez, la discussion, c'est pour ça que les gens passent, c'est parce qu'ils sont pas d'accord. Voilà, Vive la vie, Gilles William. Vive la vie. Ça fait partie du concept, ça. Ah, mais moi, pardon. La colère que j'exprime, c'est pour moi une preuve d'amour par rapport à leur calvaire. Pardon de le dire. Bien sûr. Ils partagent pas votre avis, hein. Qui? Ces deux personnes-là. Parce qu'ils ont rendu hommage à Emmanuel Macron fortement. Oui, d'accord. C'est l'exact contraire. Ils n'ont pas vu. C'est l'exact contraire. Eux, toute la journée, ils ont rendu hommage aux services français, etc. Mais parce que les négociations de bien sûr. Quel rapport avec les communiqués? Et pour le même prix. Mais parce que Emmanuel Macron les a sortis de là. Je suis désolé de vous le dire. Pour le même prix, il y a une femme de 4 ans, condamnée à 4 ans, personne n'en parle, condamnée à 4 ans pour justement des messages apologétiques par rapport au terrorisme, qui va être en liberté. C'est pas fait comme ça. Expulsée vers l'Iran. Elle a été expulsée vers l'Iran. Mais Gilles William, il se trouve qu'elle était condamnée à de la prison, excuse-moi. Mais Gilles William, je suis désolé, là où je vous suis pas du tout dans cette histoire, c'est qu'en fait, si elle n'était pas libérée, il n'y avait pas de libération des otages français. Ça s'appelle un deal. Mais vous comprenez pas. Mais bien sûr que si. C'est comme ça que ça se passe. Ce que je reproche, c'est qu'on ne le dise pas. Personne n'en parle. Parce que ça s'appelle les négociations secrètes. Vous entendez, la République française ne confirme ni ne dément. 86. Je vous parle de... Mais attendez, il n'y a pas une transparence au niveau de la presse de dire maintenant, d'expliquer le deal, d'expliquer le deal. Gilles William, la raison d'État, elle ne s'explique jamais. On n'est pas d'accord. Jamais. Mais c'est normal. Il est 21h. Écoutez, il y a des choses importantes dans la vie. Et Benjamin, ce soir, c'est Paris Saint-Germain, Liverpool. Le match a commencé, il est 21h02. C'est sur Canal. Et il est en train de me dire à l'oreillette, ça va, on est déjà en retard. Donc, pour lui, PSG, Liverpool, c'est autre chose que ce dont vous parlez. Merci beaucoup. Monsieur Fontenot, et après, ça sera Gauthier Lebret. Bah oui. Oui. Il reste quelqu'un. La trêve avec l'Iran a été décidée en pleine coordination avec Washington. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il indique que celle-ci ne marque pas la fin de la campagne contre l'Iran. Plutôt, son chef de la diplomatie, Gideon Sa'ar, assurait ne pas voir la possibilité de rapprocher les positions des États-Unis et de l'Iran. Les gardiens de la révolution iranienne menacent de riposter si Israël ne cesse pas ses attaques au Liban, des salves qui visent des centaines de membres du Hezbollah, selon le ministre de la Défense israélien. L'Iran dénonce une violation du cessez-le-feu conclu entre Téhéran et Washington. Donald Trump répond aux médias américains, en raison du Hezbollah, le Liban n'est pas inclus dans l'accord. La Maison-Blanche reproche aussi aux États membres de l'OTAN d'avoir tourné le dos aux États-Unis par un manque de soutien dans cette guerre. Mark Rutte, le chef de l'OTAN, est à Washington ce mercredi après sa rencontre avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Il doit s'entretenir avec Donald Trump. Le président des États-Unis menace de quitter l'Alliance Atlantique. Le Premier ministre Sébastien Lecornu réclame en France une baisse des prix à la pompe d'ici la fin du week-end ou le début de la semaine prochaine. 5 à 10 centimes de moins par litre, très rapidement, c'est ce que promet de son côté le président de l'Union française des industries pétrolières. Le gouvernement doit se réunir demain à Bercy avec l'ensemble des acteurs de la filière. Et puis Rima Hassan porte plainte après des fuites pendant son placement en garde à vue. Il y a une semaine, l'eurodéputé LFI dénonce une violation du secret de l'enquête et vise le porte-parole du ministère de la Justice. Le porte-parole dépose plainte lui aussi pour diffamation ainsi que pour injure antisémite inacceptable. Gérald Darmanin saisit lui l'inspection générale de la justice sur ces faits. Merci beaucoup. Gauthier Lebret, en une seconde. En une seconde, l'heure inter de 100% politique tout de suite avec Xenia Federova, mais aussi Henri Guénaud, Régis Le Sommier, Arnaud Klarsfeld. Et puis à 22h, 100% politique où il sera notamment question d'amour. Bien évidemment. Je salue Memona Interman qui nous écoute et qui m'a envoyé un petit texto en disant la région Réunion va enlever mon nom du lycée qui porte mon nom parce que j'ai parlé dans votre émission mardi dernier. Incroyable mais vrai, dit-elle. C'est un communiqué de la région qui le spécifie. Et puis c'est le sujet numéro 1 sur tous les médias réunionnais depuis une semaine. Donc je salue évidemment Memona. Et puis elle a réagi ce soir en voyant ses archives en me disant époustouflante archive. Et c'est vrai que c'était tout à fait sidérant. On est en retard, mais on salue néanmoins Henri qui était à la réalisation, David Tonnelier qui était à la vision, Guillaume Marceau qui était au son. On participait à l'émission Benjamin, Alexandre Martel, Tess Lafettaire. Le débat, c'est la vie, et on n'est pas toujours d'accord, et c'est